Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec Philippe David, que je salue bien bas, mon cher Philippe David, bonjour. Bonjour Cécile. Et bonjour à vous, on est ravis de vous accueillir jusqu'à 20h comme tous les soirs, avec autour de cette table des gens bien sympathiques. Doué, Loïc Guérin, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Jean-Marc Duboulin, maire de Villemur-sur-Tarn. On est en Haute-Garonne et pourtant il est bien là avec nous ce soir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Revel aussi, journaliste, Madame, écrivain. messieurs. Avec ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Oui, le sous-titre c'est Macron, une décennie de fiasco. Ouais. On pourrait penser, c'est pas que de la musique, Ouais. Je parle pas que de En fait, c'est Wolfgang très joli. Amadeus. C'est Mozart qu'on assassine et en dessous, bam. Ben non, mais c'est ça, le livre, Bah oui. c'est décrypter tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, entre les effets de communication, les ratés, les mensonges, On nous dit que tout est vrai. tout est documenté et factuel. Ouais. Après, Voilà. l'analyse est libre. Ah, voilà, l'analyse est libre, absolument. Et en matière d'analyse, on va analyser votre cœur puisqu'on va vous offrir un très joli cadeau. Et ça c'est bien puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour remporter une enceinte Bluetooth. C'est exactement. The OnePlus, fabricant américain de clips. Ils font exprès de mettre des mots compliqués pour pas que j'ai... Ouais, ok, d'accord. C'est fait très allemand. C'est très- Ça me oui. fait penser à hübsch, qui veut dire mignon en allemand. Oui, ça n'a aucun intérêt ce que vous venez de dire. On s'écarte du sujet. Retour dans le sujet avec cette enceinte Bluetooth qu'on vous offre. Alors je vous le dis, une valeur 300 €. Donc c'est un très joli cadeau quand même. Et pour remporter ce cadeau, c'est simple. Vous envoyez un SMS. Vous écrivez Sud, S-U-D, et vous l'envoyez au 7 20 18. 7 20 18 et vous serez par une main heureuse. Peut-être que ce sera Aude au standard qui mettra la main dans tout ça et qui tirera au sort l'un d'entre vous. Ce sera à la fin de cette émission. On vous souhaite la bienvenue. Et avec ce sommaire de cette émission moins réjouissant, puisqu'on va revenir sur l'enquête sur l'exécution du frère d'Amine Kessassi, les enquêteurs privilégient désormais la piste d'un contrat ordonné depuis l'intérieur d'une prison par Amine O, présenté comme le vrai chef de la DZ Mafia. Et on vous pose cette question. Assassinat de Mehdi Kessassi, les prisons françaises sont-elles encore et toujours des passoires ? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors moi, quand j'ai lu cette info dans le Parisien, j'ai cru que c'était le Gorafi, mais pas du tout, c'était le Parisien. Et puis la question du soir, le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, avait estimé lors du congrès des maires de France qu'il faut accepter de perdre nos enfants. Une phrase qui a fait beaucoup polémique. Et on vous pose cette question, le chef d'état-major des armées dit « Il faut accepter de perdre nos enfants, est-ce trop alarmiste ?» Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Moi je pose la question, est-ce le rôle d'un chef d'état-major des armées à dire ça ? Et bien évidemment non à mon avis. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison. Écoutez, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que ça ressemble à une opération de communication. D'abord, il va falloir les choisir. Je ne sais pas lesquels on va choisir. On sait très bien que la plupart des narcotrafiquants, ils sont sous nos yeux. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. À partir du moment où vous les mettez dans une même prison, il y a plusieurs problèmes. Soit il y a un bain de sang dans la prison. La deuxième solution, ils profitent de cette promiscuité, du fait d'être tous ensemble pour former peut-être le plus grand cartel de demain. Les vraies voix Sud Radio. Et j'en reviens avec vous, Éric Revel, sur donc cette exécution du frère d'Amine Kessassi, et ce qui avait étonné pas mal de gens, dont moi, de dire que le jour où l'information est arrivée, elle est presque passée inaperçue, comme une information banale. Et là, finalement, tout le monde décide de la prendre à bras le corps et de soulever encore une fois des sujets qui fâchent. Oui, ce qui a valu le déplacement de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, et de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, aujourd'hui à Marseille. Mais je pense qu'il faut mettre les points sur les i. La famille Kessassi est lourdement meurtrie. Elle avait déjà... Doublement, oui. Oui. Elle avait déjà vu disparaître le frère aîné, Brahim. Qui donnait dans le trafic de stupes. Là, c'est au tour D'où l'engagement de son de frère. Mehdi Kessassi. Je vais vous dire, quand on s'en prend
aux membres d'une famille dont le principal visé, si j'ose dire, est un élu politique, alors sont des méthodes colombiennes ou mexicaines. Donc ça veut dire que, et je pense que les deux ministres ont raison de dire que c'est aussi inquiétant cette submersion du narcotrafic que le terrorisme, parce qu'en réalité, on est en train de basculer dans une mexicanisation. C'est-à-dire que pour intimider des élus, on tue, on assassine des membres de sa famille. On est exactement là-dedans. Alors j'entends les voix de la gauche nous expliquant que tout ça est largement surdimensionné, exagéré, mais en réalité non, on est dedans. Et je lisais dans le Figaro tout à l'heure le témoignage d'un journaliste italien qui avait donné le là contre la mafia en Sicile et en Italie. Il est sous protection policière et il estime que ce qui nous arrive aujourd'hui, lui qui est un spécialiste de ce qui s'est passé en Italie avec les mêmes causes et les mêmes effets, qu'en fait c'est 30 ans de déni politique. Fait, en France, on n'a pas voulu, on n'a pas pris la mesure de ce qui nous arrivait. Maintenant, il faut le dire, il y a très peu de petits villages en France qui sont épargnés par le trafic de drogue. C'est ça la réalité, c'est 6 à 7 milliards d'argent liquide tous les ans qui sont blanchis. J'écoutais sur Sud Radio ces maires qui disent j'en ai marre des barbiers, des épiceries de nuit, parce qu'on sait très bien que les fermetures administratives, oui, ils ont 0 chiffre d'affaires, mais ils redémarrent une fois que la fermeture administrative est finie, parce qu'en fait tout ça est financé par l'argent liquide du narcotrafic. Donc en fait on est submergé par la vague, et il est temps que ce pays en prenne conscience. Et ça justement, on a un maire autour de cette table on peut lutter contre ça. Jean-Marc Dumoulin. C'est très compliqué. En plus, quand on alerte, nous, nos services de gendarmerie, qui sont réactifs, généralement sur le terrain, ils attendent toujours le gros coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Je remonte la filière. Et c'est vrai que l'activité du quotidien, elle est jamais effectivement sanctionnée. Elle est jamais suivie et poursuivie. Bon, donc on peut le comprendre, faire tomber une tête de réseau, c'est plus intéressant que de faire tomber le petit dealer ou le schnouf qui est en bas. Mais globalement, c'est très 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 compliqué. Après, c'est clair qu'on n'a pas de possibilité non plus de s'opposer, nous, à l'ouverture des épiceries de nuit, comme vous disiez, M. Revel. Si, acheter le fonds. Oui, mais il ira ailleurs. Il faut avoir des sous. Les communes ont plus de locaux vides que de commerce, malheureusement, Oui, alors pardon pour le terme volontairement un peu provocateur, la mode du moment politique, j'entends, d'agiter pour nos ministres ou ex-ministres ou futurs ex-ministres le narcotrafic, comme si tout à coup c'était une découverte, m'amuse un petit peu, tristement. Entre guillemets, bien sûr. Voilà, parce que d'abord, ça n'a rien de nouveau, mais rien. Ça fait 10, 20, 30, 40 ans peut-être qu'on a un certain problème, et il ne se limite malheureusement absolument pas au narcotrafic. Le narcotrafic n'est qu'une des multiples activités cachées, illégales, dommageables pour la société. Celle pour l'instant qu'on met le plus en relief parce qu'elle est souvent accompagnée de violences physiques, donc visibles, et il y a tout le reste. Vient derrière les escroqueries aux virements, les escroqueries aux banques, qui viennent en numéro 2 derrière en termes de rentabilité, qui sont faits depuis les pays où on n'extrate pas, et qui, chaque année, coûtent aux contribuables et aux assurances derrière. Mais les assurances ne sont pas des œuvres de charité, elles se retournent nécessairement vers le contribuable. Plusieurs milliards chaque année. Là aussi, et pour en avoir malheureusement fait l'expérience, quand on va essayer de déposer plainte, c'est pareil. On a les services de police qui sont sous-équipés, en hommes, en moyens, en culture, en matériel, en capacité d'intervention, et 9 fois sur 10, on dira, monsieur, l'assurance remboursera, nous on peut pas enquêter. Et ça se termine comme ça. Donc ça n'est qu'un épiphénomène, entre guillemets, d'un phénomène beaucoup plus général, qui est une montée de la délinquance qui n'est pas maîtrisée en France. Allez, on en parle dans un instant. On fait une petite pause. 0826 300 300. Si vous voulez participer à ce débat, vous êtes les bienvenus. On est ensemble, bien entendu, avec nos vraies voix jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Je vais faire l'appel. Jean-Marc Dumoulin. Présent, très bien. Derek Revel. Eh bien, il est là. C'est bien. Loïc Guérin. Je suis là. Non, c'est bien. Présent. Lui à la troisième personne. Il est là. Alain de loin. C'est ça. Avec ce sujet aujourd'hui sur effectivement l'enquête sur l'exécution du frère d'Amine Kessassi, et le journal du Parisien a annoncé que les enquêteurs qui privilégient désormais la piste d'un contrat ordonné depuis l'intérieur d'une prison, présenté par un vrai
chef, en tout cas le vrai chef de la DZ Mafia. Et moi, j'ai envie de me tourner vers Philippe David en disant, que fait ce chef de la DZ Mafia dans une maison d'arrêt? Une maison d'arrêt, alors dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, un superbe bourgade. Mais alors, les maisons d'arrêt, c'est le truc où il y a le plus. On trouve tout dedans. Loïc Guérin, qui est avocat pénaliste, confirmera. De l'héroïne pour la fumer, du pétard pour le fumer. On trouve tout, y compris des téléphones, etc. Mais comment se fait-il, alors qu'on a ouvert Vendin-le-Vieil il y a quelques semaines? Là, il a été transféré il y a quelques jours. À Condé-sur-Sarthe. Mais ça pose une question. On a envoyé théoriquement les 100 personnes les plus dangereuses des prisons françaises. Il n'est qu'en 101e position. Ça fait très peur en pensant aux 100 qui le précèdent. On écoute ce qu'a dit le garde des Sceaux. La trentaine de personnes qui dirigent la DZ Mafia sont, pour la quasi-intégralité d'entre eux, 27 en l'occurrence, dans les prisons françaises. 21 sont à la prison de sécurité de Vendin-le-Vieil et quelques autres vont connaître des quartiers de haute sécurité. Ça n'existait pas précédemment. Ça pose question, les Guérin. Oui, alors moi je serais un tout petit peu plus modéré parce qu'il m'arrive quand même, ou il m'est arrivé, en tout cas en étant un peu plus jeune, d'avoir des gens qui étaient détenus, donc je relativise un petit peu les propos. C'est pas du tout un plaisir que de s'y retrouver, c'est même parfois au-delà du déplaisir, puisque on a les sanctions régulières de la CEDH ou les organisations qui jettent un œil, en particulier à Marseille où c'était absolument scandaleux. Ça étant rappelé, effectivement, oui, ça passe, c'est pour eux. Enfin, c'est pas là aussi. Non, mais de quelqu'un de si dangereux qui soit en maison d'arrêt. Franchement. Mais enfin, il faut se rendre compte si on considère que c'est le chef de la DZ Mafia. Par-delà les postures politiques depuis 20 ou 30 ans, et une fois encore, je suis pas un fou de la détention, je défends suffisamment les gens pour qu'ils n'y aillent pas, pour ne pas aller dans le sens contraire. Mais pour ceux qui ont été condamnés à y aller, déjà les conditions devraient être meilleures quand on y est, ça c'est un aparté, mais surtout il ne faut pas se faire d'illusions, on est en déshérence totale, on est en surpopulation carcérale chronique, on a 3 ou 4 individus dans des prisons, enfin dans des cellules de 2, et ça c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, ça doit faire 20 ou 30 ans que c'est le cas. Chaque classe politique qui se succède au pouvoir vous fait les mêmes promesses. Une fois encore, elle n'engage que ceux qui y croient. Oui, mais c'est pas parce qu'on est 2 par cellule qu'on a le droit d'avoir des téléphones. On n'a pas le droit d'eux, mais vous faites comment en tout cas, on peut les avoir. Comment est-ce que vous contrôlez des cellules où vous êtes en surpopulation carcérale? Comment est-ce que vous maîtrisez comment vous maîtrisez aussi une population qui est dans, objectivement, des conditions humaines assez difficiles, pour pas dire très difficiles. Quand vous êtes 4 dans une cellule de quelques mètres carrés, pardon l'expression, mais vous pétez un plomb. Donc c'est du bruit sans cesse, la télévision est allumée du matin 7h jusqu'au soir minuit aux extinctions de feu, ça fait un bruit phénoménal. Si vous n'êtes pas drogué ou totalement fou, vous le devenez. Donc pour maîtriser toute cette population-là, vous êtes un peu obligé parfois de regarder à gauche quand vous devriez regarder à droite, parce que sinon vous aurez des émeutes, et puis les gens ne seront pas tout à fait illégitimes à dire on en a ras le bol, on est maltraité, on est 4 à dormir par terre avec un matelas. Donc voilà, c'est la réalité du terrain, quoi. Oui, c'est vrai que pour parler que d'une prison qui a été sous les feux de l'actualité de la santé, je crois que le taux d'occupation est de 190%. Vous avez 82 ou 90 matelas par terre dans les cellules. Bon, donc c'est vrai que c'est les conditions. Mais si vous voulez, je pourrais rajouter quelques pages à mon livre sur le fiasco des promesses d'Emmanuel Macron sur le nombre de prisons qu'il allait construire. Mais puisqu'on a un maire là, moi je vais l'interroger, je vais vous interroger, monsieur le maire, c'est que tout le monde est pour qu'il y ait davantage de prisons et de places et que les conditions des détenus, etc. soient meilleures. Mais quand on demande au maire de consulter sa population pour savoir si, tiens, là, il y a un terrain, est-ce que ça vous dirait d'avoir une prison? Combien de maires avec les populations disent oui? En fait, tout le monde dit non, en réalité. Vous êtes d'accord ou pas? Vous m'enlevez le sujet de la bouche, cher ami. Je suis désolé. Non, mais c'est clair. Je ne serais pas maire, pourtant. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a une opposition systématique à plein de projets structurants et nécessaires pour le fonctionnement quand même de l'État aussi, il faut le reconnaître. Et là, effectivement, il y a des fins de non-recevoir. Bon, moi, j'ai jamais été sollicité pour avoir une prison chez moi, mais enfin, globalement, je serais pas contre. Je serais pas forcément contre. Mais vos électeurs... Mes électeurs, écoutez, ils feront le choix qu'ils voudront. Après, il y a des échéances électorales comme ça, ils ont qu'à se mouiller aussi un petit peu les gens, s'impliquer, au lieu d'aller baver sur des réseaux sociaux en permanence. Non, je crois qu'effectivement, c'est un vrai problème. Après, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, pour rebondir un petit peu sur le sujet, c'est que quand même, quand on annonce
moi je trouve que l'effet d'affichage est très préjudiciable. Très très préjudiciable. Enfin, je crois que ça crée des psychoses quand même, qu'on explique qu'il y a des mecs qui peuvent commanditer des crimes alors qu'ils sont à l'intérieur d'une prison. Et on donne ça, comme ça, le cas d'Amra, en pâture au grand public. Comment peut-on aujourd'hui dire « Ah ben vous savez, on va équiper quand même nos geôliers, enfin les gardiens de prison, avec des masques pour qu'ils soient en sécurité ». Enfin, je veux dire, ça veut dire que même l'État s'avoue démissionnaire sur des sujets comme ça. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Et des Vuvuzela remplacent l'alarme en panne dans une école d'Île-de-France, François-Louis. Absolument, Cécile. Vous vous souvenez peut-être de ce son insupportable lors de la Coupe du Monde de 2010. On va réécouter ça quand même. Ah oui, les Vuvuzela. Quelle horreur. Bien les moustiques. Asiatique, ça. C'est bien, à Noisy-le-Grand, faute d'alarme incendie, défaillante depuis septembre, il faut le préciser, les enseignants de l'école de la Varenne doivent souffler dans des Vuvuzela pour prévenir d'un départ de feu. Oui, des Vuvuzela comme à la Coupe du Monde, une solution provisoire fournie par la mairie qui indigne quand même professeurs, parents, mais aussi la municipalité. Emmanuel Constant, qui est d'ailleurs conseiller municipal d'opposition PS de Noisy-le-Grand, a souhaité réagir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, bienvenue. Qu'on soit d'accord, c'est pas une situation normale d'avoir des Vuvuzela pour prévenir un incendie. C'est parfaitement anormal, d'autant que la situation est connue depuis 2 mois et qu'on nous explique qu'il va falloir attendre le vote du budget 2026 pour pouvoir régler le problème. C'est scandaleux. Non, mais ça veut dire que les profs rentrent dans l'école, enfin en tout cas dans la classe, avec leur Vuvuzela dans la poche, c'est ça? Enfin, en tout cas. Ils ont des grandes poches alors. Si c'était ça, ce serait déjà pas mal, mais on ne leur a pas distribué à tous un Vuvuzela. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant sur 2 qui dispose d'un système d'alarme. C'est-à-dire qu'on fait les économies dans cette ville, la maire de la commune fait des économies dans cette ville, non seulement sur les systèmes de sécurité incendie, mais également sur des choses qui coûtent 4,50 € et qu'elle ne distribue pas à tout le monde. Oui, Monsieur Dumoulin, j'ai envie de dire, c'est toujours le maire, on se retourne vers le maire. Franchement, c'est pas possible. Et y a-t-il des Vuvuzela à Villemur-sur-Tarn? Vous avez déjà vu ça, vous? On a des frelons asiatiques. Ça fait sortir les écoles plus rapidement. Voilà, c'est ça. Mais non, mais bon, après, je comprends l'indignation des uns et des autres. Mais enfin, bon, globalement, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est en cours, ça doit se faire. Après, vous savez, les décisions, enfin, monsieur l'a précisé tout à l'heure, mais les décisions, elles sont pas très faciles à prendre dans le délai chronologique dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer malheureusement par tout un tas de réglementations, de votes, de décisions. Mais il va falloir mettre fin à ce millefeuille administratif, non? Oui, enfin, en l'espèce, pardon, sur le cas, monsieur le maire a raison, les procédures sont souvent longues, les appels d'offres compliqués, mais il se trouve que là, on nous explique que la situation est connue depuis septembre, que les budgets vont être débloqués en 2026, mais nous avons eu un conseil municipal en octobre où il y avait un excédent de recettes sur le fonctionnement, excédent de recettes qui n'a pas été affecté à la sécurité incendie de l'établissement, mais qui a été affecté à la réduction de la dette de la commune. Donc c'est aussi des choses ce sont aussi des choix qui ont été faits et qui auraient pu être pour autant réglés plus rapidement. D'accord. Oui. On imagine bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner. Emmanuel Constant, vous êtes conseiller municipal d'opposition PS de Noisy-le-Grand. Vous restez avec nous. Je vais poser une question philosophique. Qu'y a-t-il eu de pire à la Coupe du Monde 2010? La grève de Nice Now ou les Vuvuzela? J'ai toujours pas la réponse 15 ans après. Mais sur le sujet là, intéressant que soulevait le maire, c'est que, je sais pas si vous avez vu, Sébastien Lecornu, ça doit être en clôture de l'association des maires de France du Congrès, annonce la suppression, il dit qu'il va avoir la peau d'une centaine de normes d'ici février qui concernent les municipalités. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. Promesses s'engagent que ceux qui les entendent. Et la norme de ceux qui parlent trop longtemps parce qu'on part en pub. Il y a une norme. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. On n'a même pas le temps de teaser. On revient dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Vous avez dit Philippe David? Oui. Le Philippe David? Oh oui. Le Philippe David des vraies voix? Oui. Incroyable. Toujours en compagnie, d'excellente compagnie, en votre compagnie et celle des vraies voix du jour, bien sûr. C'est qui? Loïc Guérin, Éric Revel, avocat pénaliste, Éric Revel, qu'on ne présente plus, auteur notamment d'un excellent livre, c'est Mozart qu'on assassine, la preuve qu'il connaît la chanson. Avec un sous-titre. Et Jean-Marc Avec un sous-titre.
le bilan des années, les fiascos des années Macron. Ouais, ça vous va? C'est Il y a clair. un truc qu'il a pas mal fait. Pour le reste, j'ai du mal à trouver. Et enfin, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, dans la Haute-Garonne. Eh ben, vous êtes parfait. Voilà, tout de suite le tour de table de l'actu. On est convoqué à la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on ne cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On est déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Et on remercie bien sûr Maxime, toujours pour ses jingles fantastiques. Philippe David, allez, un peu de légèreté dans cette actu. Ça va être très court. Vous voulez une petite musique? Oui, allez-y. C'est parti. Vous connaissez cette musique? Absolument. Ah, c'est quoi? Elle est bleue. Oui, comme un alcool du même nom, oui. C'est l'hymne du Curaçao. Ah, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. 160 000 habitants. Ouais. C'est à peu près l'agglomération de Dunkerque. C'est le plus petit pays qui se soit jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde. Je dis bravo. Et j'ai souvent critiqué la Coupe du Monde à 48 équipes parce que les joueurs sont surchargés de matchs. Mais en ayant vu les images de bonheur de ces joueurs et de tout un pays, je me dis que finalement c'est peut-être pas mal. Et j'espère que le cocktail avec Curaçao sera parfait à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça fait du bien un peu d'avoir eu des petites informations sympathiques. Loïc Guérin, le plan de paix de l'administration Trump en Ukraine. Oui, alors c'est un plan de paix qui n'en est pas encore un, mais qui a fuité, puisqu'il était communiqué aux autorités ukrainiennes après coup, parce qu'on fait des plans de paix sans eux, c'est une nouveauté. Comme d'habitude. Préparé par Witchkoff, le représentant de M. Trump, mandaté pour cela, qui apparemment a échangé avec un des oligarques russes et préparé ça ensemble. On voit la patte de l'ours, puisque c'est ni plus ni moins qu'un plan de capitulation. Je vais vous donner, il y a 28 points, je ne vais pas vous les faire tous, mais je vais vous en donner quelques-uns et vous allez voir. C'est Noël avant l'heure pour la dictature poutinienne. On a réduction de moitié de l'armée ukrainienne, abandon de tous les oblasts qui n'ont pas réussi à conquérir, qui sont l'équivalent de Verdun pour la France, parce que ce sont ceux qui sont fortifiés et qui empêchent l'armée russe de passer, d'où les combats qui durent depuis 2 ans là-bas. Donc on leur propose... Un oblast, c'est une province. Exactement. Voilà. Pardon, oui. C'est vrai, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas nécessairement intuitif. En l'occurrence, on leur propose rien d'autre que d'abandonner leur ligne front, de laisser les Russes s'enfoncer dans les plaines et de leur ouvrir la porte pour une prochaine invasion. On leur propose également de s'interdire d'avoir des troupes étrangères sur leur sol, de s'interdire d'avoir un approvisionnement militaire étranger, de s'interdire d'avoir un certain nombre d'armes d'offensives, comme les missiles ou autres, parce qu'évidemment ils font des dégâts avec. Oui, c'est une capitulation, vraiment. C'est rien d'autre qu'une capitulation. On leur propose même d'utiliser le russe reconnu comme langue officielle de l'Ukraine. D'accord. Rien de moins, etc., etc., etc. En clair, c'est rien d'autre que l'espèce de ridicule scène qui a été filmée au tout début de Trump. C'est une humiliation qu'on essaie d'imposer. On se demande ce que M. Trump tire là-dedans. On a quelques idées aussi sur les liens probablement incestueux qu'il a avec la dictature poutinienne. Mais s'il y avait besoin d'un élément de plus pour savoir que c'est un agent, ou un élément en tout cas favorable à la dictature poutinienne, on l'a ici. Ce qui fait, me semble-t-il, une bonne transition pour l'autre sujet du jour avec l'état-major français et les risques de guerre sur le territoire européen. Mais ce sera à 19h15. Oui, alors bon, moi j'ai rien à enlever de tout ça. C'est évidemment très inquiétant pour Zelensky, pour son gouvernement qui est aussi aux prises avec des résurgences de corruption très fortes. Bon. Mais c'est surtout en creux, pardonnez-moi, au-delà de la capitalisation monstrueuse que ça représente pour l'Ukraine, c'est surtout en creux l'effacement total de l'Europe. Et ça se télescope de manière absolument incroyable avec la fameuse lettre d'intention signée par Zelensky et Macron sur la fourniture de 100 Rafales. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir l'intention de ce qu'on veut. Avant qu'on livre un Rafale à l'Ukraine, je peux vous dire qu'il se passera des années. Mais surtout, ça veut dire que cette paix-là, cette capitulation-là, elle est négociée directement entre Poutine ou ses représentants et Trump, et que l'Europe est out of Africa. Il n'y a qu'Emmanuel Macron qui essaie de nous faire croire, si vous voulez, c'est comme à Gaza, qu'on a encore un poids. Tout ça est lessivé. Puis je rappelle que sur la petite histoire des 100 Rafales dont on aurait l'intention un jour de négocier l'acquisition pour les Ukrainiens, le même Zelensky, vous savez ce qu'il a fait le 23 octobre dernier en Suède? Il a signé une lettre d'intention avec ça pour 150 avions de chasse suédois. Non mais attendez, il y aura bientôt plus d'avions de chasse promis en Ukraine qu'il y en a en Europe. Non mais il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Mais après, ce qui est inquiétant, effectivement, c'est le retrait de l'Europe complet dans le débat. C'est surtout le mépris notoire qu'on a vis-à-vis du peuple ukrainien et du président Zelensky. Mais c'est surtout, comme vous le disiez, une brèche contre l'Europe. Parce qu'effectivement, là, l'Ukraine va prendre plein fouet ce qui peut se passer. Mais si effectivement ce dernier rempart saute, à un moment ou un autre, et ça viendra au sujet de 19h15, effectivement, là c'est porte ouverte à comment dirais-je, à des situations très belliqueuses. Rien à ajouter pour moi. Juste une fraction de seconde. Bien sûr. Qui ne soit pas induit de ce que j'ai dit là, que ce plan de paix allait aboutir à quoi que ce soit. Là, je serais un peu plus optimiste. Je serais un peu plus optimiste sur l'Europe, parce qu'on avait déjà vu Trump tenter ce coup-là à l'époque. L'Europe avait plutôt bien joué en s'invitant à Washington et en forçant Trump à reculer. Moi, je j'ai pas bien vu le recul quand même. Ah, il a dû. Et il a livré d'ailleurs des armes qu'il ne livrait plus à l'époque à Zelensky. Donc, je suis pas si pessimiste sur l'absence de l'Europe. Par contre, je rejoins l'analyse sur l'absence. Là maintenant, dans l'initiative de l'Europe, on ne fait que réagir malheureusement, et je le regrette, évidemment. Il n'y a pas d'unité. Éric Revel, le projet Borloo, transformer le pays en République fédérale. Oui, parce que je l'ai vu récemment. Alors je sais qu'il en a parlé au congrès des maires de France, Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre. Il a une idée qui me semble intéressante, alors qu'il ne porterait pas lui-même, mais qui mériterait d'avoir sa place dans le débat de l'élection présidentielle 2027. C'est l'idée d'une sorte de république fédérale française. Je m'explique. Jean-Louis Borloo, il dit que, en fait, on est tellement noyé dans les systèmes administratifs en France, dans les strates locales, régionales, administratives. Et il prenait cet exemple qui m'a fait rire, mais qui veut tout dire. Il dit, tu sais, dans la plupart des pays européens, on a arrêté l'heure d'été et l'heure d'hiver. En France, on l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus qui décide, en fait, de ce sujet. On ne sait plus. Alors lui, il propose une chose très simple. Il dit qu'il faut redonner du pouvoir aux régions par région, financier, politique, de décision, et pas d'en référer à Paris pour construire des HLM ou des logements sociaux ici et là. Et évidemment, c'est une révolution qu'il propose, mais ça permettrait sans doute de faire des économies en termes de dépenses publiques fortes. Parce que la dépense publique, tant que c'est de l'investissement, ça peut faire de la croissance, mais quand c'est de la dépense publique juste pour le fonctionnement ou juste pour payer les agios de la dette française qui vont atteindre 100 milliards d'ici quelques années, ça devient un sujet extrêmement préoccupant. Explosif. Donc moi, je voulais en parler parce que j'ai trouvé l'idée séduisante, et je pense qu'il teste quelques candidats pour essayer de voir si cette idée pourrait progresser dans le débat public, et je la trouve intéressante. Simplifier, économiser et rendre les régions ou les départements, s'ils existent encore, responsables de leurs choix et de leurs investissements. Et comme il nous reste peu de temps, Jean-Marc Dumoulin, le conseil territorial imaginé par Nicolas Sarkozy. Oui, enfin ça rebondit. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que ça rebond. C'est un rebond. Ça rebondit sur ce que vous disiez. Effectivement, moi je trouve que la proximité est importante pour pouvoir effectivement encore mobiliser les gens sur un électorat et sur les élections. Ça, c'est très très clair. L'identification est essentielle. Là, aujourd'hui, à la région, même moi, je suis pas capable de vous donner 10 noms de conseillers régionaux en Occitanie. Et avec cette méga région, c'est compliqué. Donc effectivement, moi je pense que c'est une idée à redébattre. Moi, par contre, je suis assez départementaliste parce que justement proximité, et je verrais bien une fédération effectivement de départements représentant une région, mais avec des élus de proximité. Et moi, je pense que c'est un sujet. On n'est pas loin. Bon, allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on fait une petite pause. On va vous parler d'un sujet récréatif. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, mais c'est une journée spéciale ce soir. Absolument. Oui, le Beaujolais. C'est pour ça que je dis l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération, j'ai envie de vous dire. On en parle dans un instant avec François Libourneau, et puis vous au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David et nos vraies voix du jour. Philippe David, vous êtes déjà allé à Villemur-sur-Tarn ? Bien sûr. Ah bon, et pourquoi j'y suis pas allé, moi ? Parce qu'il faudrait qu'on aille faire une émission. Jamais été invité. Cool. Vous connaissez
connaissez Jean-Marc Dumoulin? Absolument. C'est le monsieur qui est à votre gauche. Voilà, c'est le maire de Villeneuve-sur-Tarn. Voilà. C'est pas compliqué d'être à la gauche de Philippe David. Non, Ça, c'est pas faux. Bah, ça, c'est une très bonne vanne. Ça tombe. Et mais alors, si on continue, moi, je suis à l'extrême gauche de Philippe David. C'est pas compliqué d'être à l'extrême gauche de Philippe David. Et à extrême gauche, c'est Loïc Guérin, pour vous dire. Et moi, j'ai Cécile de Ménibus et François-Louis Bourdon, mon extrême droite. Ça veut tout dire. Oui, on va se calmer. Je suis barbu, je suis au bon endroit. Je me venge. Soyez les bienvenus tout de suite. L'info en plus. Bien sûr. Vraies Voix Sud Radio. François Libourneau, j'ai eu le retour du Beaujolais nouveau dans nos rayons ce soir. Porté par une belle qualité, c'est ce qu'on dit de lui. Le Beaujolais nouveau fait son grand retour dès aujourd'hui dans tous les commerces. L'année dernière, c'était quand même 9 millions de bouteilles qui ont été consommées en France. Et c'est Renaud Guerre-Janton qui est avec nous, c'est le chef du groupe vin et effervescent de Coopérative U. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Alors, porté par une belle qualité, c'est plutôt vendeur quand même pour un Beaujolais nouveau. Alors c'est effectivement plutôt vendeur et c'est la réalité aussi puisqu'on est passé, on va dire, d'une production de masse sur les années 80-90 à une production beaucoup plus qualitative ces dernières années. Et je pense que c'était indispensable pour renouer le contact avec la clientèle puisque le produit était devenu un petit peu galvaudé. Donc voilà, on se retrouve autour d'un vin de convivialité assez facile, assez fruité. Et voilà, ça reste un bel événement au niveau du vin. Voilà. Merci Eric Revel qui nous fait les. Et oui, on n'a pas de bouteille. Une question, vous permettez, Renaud Guerre-Janton. On dit souvent que le Beaujolais, il a une année un goût de banane, une année un goût de framboise. Quel goût a-t-il cette année? J'ai jamais compris. Alors, c'était le cas effectivement dans ce que je disais au niveau des années 90, notamment quand il y avait une très grosse production et puis il y avait effectivement des levures de fermentation qui pouvaient orienter les arômes pour avoir ce côté un petit peu banane, un peu excentrique. Voilà, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. On est sur des arômes un peu plus traditionnels, des arômes de vin primeur puisqu'on est sur des vins très jeunes et donc on est plus autour de la fraise, de framboise, de la cerise également. Donc voilà, plutôt orienté fruits rouges. Et comment on choisit son Beaujolais, pour quelqu'un qui ne boit pas d'alcool et combien ça coûte aujourd'hui? Alors, un Beaujolais, ça va coûter entre 4 et 10 euros en fonction des cuvées et des appellations. Vous allez en avoir qui seront en bio, il y en a qui seront en sans sulfite. Vous avez les Beaujolais classiques et les Beaujolais village qui seront un petit peu plus chers avec un peu plus de concentration. Et honnêtement, voilà, on va dire que ce sont des vins sans prétention, mais des vins canailles, des vins de convivialité qu'on peut partager avec une petite assiette de charcuterie. Et il n'y a pas besoin de dépenser 10 euros forcément pour se faire plaisir. À partir de 4-5 euros, on a un vin tout à fait sympa. Du vin, charcuterie, vous êtes le meilleur ami de Philippe David. Ah oui, là, merci il faut qu'on se rencontre. Renaud Guerre-Janton d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef du groupe vin et effervescent chez Coopérative U. Allez tout de suite. Et si vous étiez ministre, par exemple? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les Vraies Voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de la Justice, par exemple? C'est Christine qui est avec nous de Bayonne. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir. Bienvenue Madame le ministre, on est ravis de vous accueillir. En tout cas, quelle serait votre première proposition? Alors pour la justice, en ce moment, c'est un peu compliqué vu la situation de la France et du gouvernement. Mais je pense qu'il faudrait continuer ce que a commencé M. Darmanin, parce qu'il y a un tel écart entre les détenus de droit pénal et les détenus d'assises. Voilà, parce que j'ai regardé les chiffres, mais ils sont vieux, ils sont de 21, donc depuis ça a peut-être un peu bougé. Il y a 133 maisons d'arrêt pour ce qui représentait 66% des détenus, contre 13 maisons centrales pour la détention des criminels, donc de ceux qui passent aux assises, les criminels, les violeurs, ceux qui font des attentats, machin, etc. Il n'y avait que 220 places. Contre 34 000 et quelques là. Et en plus, dans les centres de réinsertion, il n'y en a que 66. Donc moi, je ne comprends pas qu'on puisse se mettre ensemble des gens qui sont dangereux. Alors je sais que en principe les dangereux vont dans ces centrales, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que M. Darmanin a créé des nouvelles. Mais par contre, en maison d'arrêt, ils sont souvent mélangés
Et donc, quand on arrête des jeunes parce qu'ils ont volé ou parce qu'ils ont fait des destructions ou des agents, je ne sais pas quoi, c'est pas normal qu'ils se retrouvent avec des criminels. Voilà. Alors Madame le ministre, alors bougez pas puisqu'on a un pénaliste autour de cette table il y a votre cabinet, il y a votre qui va corroborer voilà, j'ai cherché le mot. J'ai loupé une syllabe. Je vais pas aller en prison, c'est bon. La cerise. Surtout que c'est pas la première fois. Je suis récidiviste de ça. Monsieur le pénaliste. Alors, je ne sais pas exactement quelle était la question qui m'est posée, mais je veux bien volontiers confirmer qu'il y a une surpopulation carcérale. Je veux bien effectivement confirmer. En clair, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut tout mélanger en fait? Non, alors les centrales visent effectivement les infractions les plus graves, les crimes principalement, voire même exclusivement. Après, je suis pas un spécialiste de l'incarcération en France, donc je veux pas trop m'avancer sur le reste. Maintenant, c'est vrai que les gens peuvent être mélangés. Il est vrai que les gens sont en plus dans une situation, comme je disais, de surpopulation carcérale, donc vous n'avez pas tellement le choix. Mais je suis pas sûr que ce soit le problème le plus prégnant. C'est déjà que vous n'avez pas de place en détention. Oui, c'est ça, oui. C'est déjà le premier problème. Qu'ensuite, la détention améliore pas franchement les individus non plus. Deuxième problème. Et puis, on est quand même en bout de piste. Quand vous allez en détention, c'est qu'il y a déjà eu toute une kyrielle d'échecs, personnels mais aussi institutionnels, pour amener un individu à être en prison. C'est là où il faudrait peut-être essayer d'agir plutôt. Merci beaucoup Christine de Bayonne, en tout cas, d'avoir été notre garde des Sceaux d'un soir. Vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. L'État a abandonné les maires, mais aussi les Français. Et tout de suite. Vous voulez faire fructifier votre patrimoine? Eh bien, Thomas Binet vous dit comment. À tout de suite. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne. Depuis plus de 25 ans, le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui Catherine, je vous propose qu'on parle d'une façon originale de préparer sa retraite, l'investissement en nue propriété. Bon, c'est un peu une expression peut-être un peu barbare pour certains, mais qui cache en revanche une stratégie assez pertinente. Alors, première question Catherine, ça signifie quoi investir en nue propriété ? Commençons par les fondamentaux. Oui, alors investir en nue propriété, c'est acheter un bien sans en avoir l'usage immédiat. En fait, on sépare la propriété en deux et on va parler de démembrement de propriété. D'un côté, on a l'usufruit, c'est le droit d'occuper un bien, c'est le droit d'en percevoir les loyers. Et d'autre part, on a ce qu'on appelle la nue propriété. Donc, c'est la faculté de disposer d'un bien. Donc, vous pouvez le vendre, vous pouvez le donner, vous pouvez le léguer, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc on parle de démembrement, et ce démembrement il peut être soit temporaire, donc sur une durée que vous définissez au moment où vous faites le démembrement, soit il peut être viager, et dans ce cas il va cesser au moment du décès de l'usufruitier. Alors, précisez-nous quand même un point, quel est l'intérêt d'acheter un bien en nue propriété si on ne peut pas en avoir la jouissance? Le premier intérêt, c'est que vous allez acheter ce bien avec une décote qui va être variable en fonction de la durée du démembrement. Cette durée peut être de 7 à 20 ans. Si on prend 20 ans, la décote peut aller jusqu'à 55% du prix d'achat. Et pendant la durée donc du démembrement, ça va être un bailleur institutionnel ou un acteur tiers qui va garder l'usufruit, donc qui va bénéficier de la jouissance du bien, qui va toucher les loyers et qui va aussi assumer les charges. Et au terme, vous allez récupérer la pleine propriété sans rien payer de plus. Et ce dispositif, vous pouvez le faire sur un bien immobilier physique. Vous pouvez aussi l'appliquer sur des parts de SCPI. Société civile de placement immobilier. Exactement, ce qu'on appelle aussi la pierre papier. Oui. Et l'avantage avec les SCPI, c'est que là, vous allez l'appliquer sur un patrimoine immobilier diversifié, puisque les SCPI investissent dans des dizaines d'immeubles en France, en Europe et dans des secteurs d'activité différents. Mais du coup, pour la retraite, quel est l'intérêt particulier de l'investissement en nue propriété ? Imaginez que vous allez investir durant votre vie active. Vous allez choisir une durée de démembrement qui va correspondre à votre date de départ à la retraite. Donc ce jour-là, quand vous partez à la retraite, vous récupérez votre bien en pleine propriété et vous allez en toucher les revenus, sachant que ce bien, vous l'aurez payé bien moins cher. En plus, pendant toute la période de démembrement, pendant que vous êtes en activité, et donc c'est le moment où vos revenus sont au plus haut, du coup vous n'alourdissez pas votre fiscalité puisque vous ne touchez pas de loyer.
Et pareil pour l'IFI, les parts détenues en nue propriété n'entrent pas dans le patrimoine taxable. Et pareil pour la taxe foncière, pas de taxe foncière. Alors rentrons dans le concret, est-ce que vous auriez un exemple à nous proposer pour illustrer ce propos ? Alors, on va imaginer que vous avez 50 ans, vous souhaitez générer un revenu de 500 € par mois au moment de votre retraite. Si vous investissez de manière classique, donc en pleine propriété dans des parts de SCPI, pour générer ce revenu de 500 € par mois, vous devriez investir 220 000 €. J'ai pris une hypothèse d'un taux marginal d'imposition à 30% et d'un taux moyen de distribution de 5% sur les SCPI. Donc 220 000 €. Pour le même résultat de 500 € mensuels dans 15 ans, si vous investissez en nue propriété, vous n'aurez besoin d'immobiliser que 135 000 €. Et votre capital, une fois à la retraite, ce sera strictement le même. Il y a une vraie différence, effectivement. Alors, si on résume, quels sont les avantages, malgré tout, de ce type d'investissement ? Moi, j'en vois 3. D'abord, l'effet de levier naturel, à la fois sur le capital et sur les revenus qui seront générés donc, grâce à cette décote au moment de l'investissement. Le deuxième avantage pour moi, c'est une fiscalité allégée, puisque comme vous n'avez pas de revenus, vous n'alourdissez pas votre fiscalité. Ça joue aussi pour l'IFI et il n'y a pas de taxe foncière. Et enfin, le troisième avantage pour moi, c'est que vous n'avez absolument aucun souci de gestion, puisque vous ne vous occupez pas de votre bien pendant la phase de démembrement. Et à la fin, vous avez un revenu qui est parfaitement adapté à votre retraite. Alors sur ce type d'investissement, il y a des risques ? Oui, on parle de placement immobilier, que ce soit en pierre-papier ou en biens physiques. Donc il faut évidemment regarder dans quoi on investit, il faut diversifier, et c'est là que les SCPI sont vraiment intéressantes. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit que l'argent, il est bloqué pendant toute la durée du démembrement. En fait, on transforme une épargne qui est disponible aujourd'hui en un capital ou un revenu futur, mais sans aucun souci de gestion et sans fiscalité. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de Philippe David, bien sûr, il y a aussi Loïc Guérin qui est avec nous, pénaliste. Ça va toujours, Loïc Guérin? Maître. Ça va bien, il fait plus chaud ici que dehors. Oui, ça je vous C'est pas compliqué. Il y en a un qui est très content aussi d'être là au show, c'est Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous. Ah oui. Bonsoir Jean-Marc Dumoulin. Il y a un choc thermique avec le midi, c'est sûr. Oh, c'est fou, c'est fou. Notre maire du local. Et puis Eric Le Revel est avec nous. Oui. Oui. Ouais, Je suis aussi Haute-Garonne. Oui, absolument, c'est à côté de Toulouse. Il y a une très belle halle au bois à Revel. À Revel. Oui, à Il Revel. n'est pas à Revel, il est à Villebure-sur-Tarn. Oui, mais il me parle de Revel. Donc Philippe David, je réponds, réveillez-vous, C'est faites marrant quelque parce chose. que ça sent la conversation d'après de Beaujolais. C'est ça? Oui, mais alors justement, on n'a pas. Justement, vous n'en avez pas eu. Voilà, je sais pas s'il y a un goût de banane ou quoi. Je sais pas, rien. Cerise, fraise, framboise. Oh, très bien, très bien. En attendant, vous étiez fâché. Oui. Eh ben, c'est le moment je de suis l'être. toujours. Ah bah très bien. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt de 34 875 villages, puisque ce sont malheureusement de plus en plus de communes de France qui sont frappées par ce fléau. Mais quel fléau frappe de plus en plus de communes? Il n'y en a pas qu'un, mais celui qui est le sujet de mon coup de gueule du soir est le narcotrafic. Un narcotrafic face auquel les maires ont été abandonnés par l'État. On en a parlé avec eux hier soir lors du Salon des maires. En effet, le sujet est prégnant dans l'actualité vu l'assassinat de Mehdi Kessassi par des narcotrafiquants à Marseille. Marseille, deuxième ville de France en nombre d'habitants, mais certains disent qu'elle est devenue une quasi-narco-ville, comme il y a des narco-États. Mais le fléau va bien plus loin. C'est une pieuvre qui a étendu ses tentacules sur tout le territoire ou presque. D'ailleurs, mois après mois, tous les spécialistes le disent, il n'y a pratiquement plus une commune de France, à l'exception de très petites communes, qui n'ait pas son ou ses points de deal. Mais le pire est que dans cette guerre, car c'est une guerre que l'État a refusé de mener avec des armes dignes de ce nom, des élus se trouvent en première ligne, sans armes ni moyens de les protéger,
les maires. Car ils ont été abandonnés par manque de courage politique dans tous les cas, ou presque, et parfois même certains d'entre eux ont préféré fermer les yeux, au mieux par peur, au pire par clientélisme électoral. Car la sécurité, cela relève du régalien, et c'est donc du domaine de l'État. Un État qui a failli de A à Z en refusant de mettre des mots sur des faits. Politiquement correct oblige, les maires se retrouvant seuls à écoper avec des moyens inexistants, les polices municipales n'ayant pas les moyens humains, illégaux, financiers ou techniques de s'en prendre à des filières mafieuses internationales. Alors soutien total aux maires abandonnés dans ce domaine comme dans d'autres, mais celui-ci étant particulièrement ardu, ils n'ont rien à espérer avant l'été 2027, les intérêts électoraux coïncidant parfaitement avec l'absence de courage politique. C'est marrant, tout le monde se tourne vers vous, Jean-Marc Dumoulin. Ben oui. Oui, de toute façon, le problème, c'est qu'il y a eu de grosses erreurs qui ont été commises. Bon, les polices de proximité, on les a enlevées, d'accord. On les met en supplétif avec nos polices municipales à certains endroits quand on peut se les payer. Il faut savoir quand même que les policiers municipaux, c'est les plus chers de nos agents de collectivité quand même. Bon, c'est sûr qu'ils ont des risques potentiels, mais ils n'ont pas tous les droits effectivement pour le faire. C'est clair. Après, là aussi, on a fait des communautés de brigades, c'est-à-dire que là où on avait de la gendarmerie de proximité, on les a regroupés. C'est-à-dire qu'on ne fait que des permanences à certains endroits. Donc la disponibilité des gendarmes, elle n'est pas aussi évidente que ça. Ils font leur boulot autant bien que mal. Et d'autant qu'on a dénaturé leur mission, Philippe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gendarme fait beaucoup plus de social, c'est-à-dire conflits familiaux, violences urbaines, présence sur des gens en santé mentale déficiente. Et ils viennent plus travailler, effectivement, malheureusement, sur des vrais sujets, qui sont des sujets, effectivement, de sécurité publique et de santé publique aussi, parce que la drogue, c'est la santé publique pour moi. Et c'est très dangereux, surtout. Je ne peux pas être plus d'accord que ça. J'ajouterais même une autre réforme qui va porter des fruits bien amers, dont on parle assez peu, c'est le détricotage de la police judiciaire. La réforme Macron de la police judiciaire, qui, quand on discute avec eux, est une catastrophe. Alors à Paris, je crois qu'ils n'ont pas encore trop touché, et c'est ce qui a sauvé un peu les meubles pour le Louvre et la suite qui a été donnée. Mais pour le reste, il faut que les gens aient conscience que cette mesure-là va détruire l'aptitude de la police, qui quand même date de Clémenceau. C'est pas rien. On était les plus modernes en Europe en ayant créé ce que c'est une vraie spécificité. Et les Américains, en faisant le FBI, qui nous vendent et nous survendent, n'ont rien fait d'autre que recopier un peu ce qu'on avait fait nous-mêmes. Cette police-là est essentielle parce qu'elle n'a pas le même temps d'action, elle n'a pas les mêmes modalités ni la même culture, ni les mêmes modalités d'action à travers les régions de France. Et aujourd'hui, on ne sera bientôt plus capable, parce qu'en plus les générations se succèdent, donc les anciens partent, les liens disparaissent, et on aura... mais une fois encore, les politiques se cacheront derrière leurs doigts pour passer que c'est le hasard, il n'y a pas de lien de cause à effet entre leurs décisions et les conséquences. Mais les policiers nous le disent en off. Il y aura bientôt des catastrophes en matière de terrorisme, en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, parce qu'on ne sera plus capable d'avoir des enquêtes sur le long terme pour aller chercher la racine ou la tête du réseau qu'on essaie de faire tomber. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Philippe David. Ce podcast à retrouver, bien entendu, en podcast sur nos différentes plateformes, sur sudradio.fr, bien entendu. Dans un instant, la question du soir. Le chef d'état-major des armées a dit il faut accepter de perdre nos enfants. Est-ce que c'est trop alarmiste selon nos auditeurs? Pour le moment, vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Philippe David. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Que du bien. Non, mais je plaisante. J'adore y répondre. Il répond. Il est trop mignon. Dites-moi, Blaze, flattez-moi. J'adorais cette scène. Mon Seigneur est beau. Non, mon Seigneur est très beau. Oui. Mais là, vous ne me flattez pas, vous dites la vérité. Là là. Vous aimez la flatterie autour de cette table? Ça fait du bien ou pas? Passer un certain âge Oui, pas passer un certain âge, ne regardez pas. Mais ça fait du bien. Mais passer un certain âge, ça peut être à 30 ans. Ça peut, c'est pas. Je trouve toujours ça suspect, moi, la flatterie. Ah bon? Ça dépend. Si c'est vraiment sirupeux, si c'est trop lourd, on se dit ça cache quelque chose, mais ça peut être un petit compliment comme ça. Ah ouais, ça fait plaisir. Allez-y, Cécile. Moi, je suis trop suspicieux. Moi, je vous trouve beau. Voilà. Il a son côté Robert De Niro, ça c'est vrai. Sincèrement, je suis entourée de beaux garçons. Oui, c'est agréable.
pour une fois que vous m'appelez pas culbuto, ça fait du bien. Non, mais dans les vraies voix, enfin, chez les invités. Là, je plaisante. Bien sûr. Mais de toute façon, forcément, les gens beaux à l'extérieur sont beaux à l'intérieur, je trouve. Il y a un moment donné, les gens pas gentils, même beaux, et ben, ils sont pas beaux. Voilà. Puis il faut être beau à l'intérieur. C'est bisounours, à l'intérieur, surtout. Oui, c'est ce que je viens de dire. En fait, vous m'écoutez pas. On est sur Radio Vatican, bonsoir. Il est grand le mystère de la foi. Ah, vous me fatiguez. Voilà, c'est tout. Tout ça les pour siestes dire. du dimanche. Ça. Voilà. Mais on n'était pas branchés là. Si. C'est vrai. Excellent. Celle-là, faut la garder. On va la faire, monsieur le maire. Si, on est en direct. C'est pour ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Maxime, t'as la matière première pour des jingles. Parce que normalement, on a un débat. Là, c'est pas un débat, c'était juste pour vous parler un petit peu d'amour dans cette émission, ça fait du bien. Beaujolais, amour, voilà, avec Loïc Guérin, avec Éric Revel, avec Jean-Marc Dumoulin, Philippe David. C'est parfait. Et vous au 0826 300 300. On dit pas assez aux gens qu'on les aime. Et ben voilà, moi je le dis. Voilà. Là, maintenant, vous allez pouvoir vous engueuler. Tout de suite, la question du soir. On est obligé. Nous sommes en guerre. Чтобы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей. Moscou, pour la première fois, met en garde contre un danger réel de Troisième Guerre mondiale. Mes chers compatriotes, à cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Nous sommes les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur cette phrase du chef d'état-major des armées françaises qui a dit au Congrès des maires qu'il faut accepter de perdre nos enfants. Une phrase qui n'est pas tout à fait bien passée, Philippe. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors déjà, moi, j'ai quand même un léger problème. C'est que pour moi, les militaires ont un devoir de réserve. Là, après, le général Burkhardt, il vient parler de politique, alors parce que c'est de la politique, alors que ce n'est pas le rôle d'un militaire. Alors, je me rappelle qu'on a viré le général de Villiers parce qu'il avait parlé devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en disant que c'était scandaleux qu'il se soit exprimé alors que c'était dans le cadre feutré de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. On avait le général Burkhardt qui a dit qu'il fallait se préparer à la guerre. Maintenant, c'est son successeur, le général Mandon, qui dit qu'il faut se préparer à la guerre. Moi, j'ai envie de citer Clémenceau. La guerre est une chose bien trop grave pour la confier à des militaires. Il faut la laisser aux politiques. Allez, on va l'écouter, ce chef d'état-major des armées françaises. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Éric Revel, est-ce que c'est à lui, au Congrès des maires de France, d'avoir ce type de discours? Alors la phrase a fait énormément couler d'encre, à droite comme à gauche, du côté de Mélenchon, du côté de Marine Le Pen. Alors, moi je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, il y a eu une sorte de rétro-pédalage. Le porte-parole de la marine a dit en fait, les enfants, ça veut dire en fait nos soldats. Oui, monsieur, mais nos soldats sont nos enfants. Donc pour moi, ça revient au même. Alors, il y a souvent en pré-période de guerre, pardonnez-moi, je dis pas qu'on y est, du tout, mais en pré-période de guerre, il y a ce que les militaires appellent une mobilisation morale. C'est-à-dire que on fait passer des messages à la population, et en l'occurrence, il était devant les maires de France. Donc, il leur fait passer un message, j'allais dire, moral. C'est peut-être pas pour demain ni après-demain, mais ça peut arriver. Maintenant, vous avez raison, Philippe, c'est que un militaire ne fait pas de politique. Le chef des armées, c'est le président de la République. Alors moi, je me dis, quand même, j'imagine pas un seul instant que le SEMA, le chef, l'état-major des armées françaises, ait fait cette déclaration sans en avoir référé au président de la République, ou même le contraire. Le président de la République l'a peut-être poussé. Alors, il faut qu'on nous explique maintenant plusieurs choses. Est-ce que le président de la République a des informations à ce point inquiétantes, mais il faut qu'il en parle au peuple et à l'Assemblée nationale et à la représentation nationale? Est-ce qu'on nous met sous pression? Vous avez vu qu'en même temps, on annonce la mise à disposition d'un kit de survie, là, c'est reparti. Kit de survie en cas de tremblement de terre, de machin, ou d'agression nucléaire. Donc on est reparti. Donc, si vous voulez, où il y a des choses à dire et le président de la République doit s'expliquer, il ne peut pas non plus engager la nation seule s'il y avait un conflit. Je rappelle qu'on a des troupes prépositionnées en Estonie et en Roumanie.
Oui. Ou alors, c'est juste pour, certains disent, j'ai vu, enjamber l'élection présidentielle. J'ai entendu Ségolène Royal dire ça. Mais est-ce que le président de la République ne veut pas, en fait, ne repousser l'élection présidentielle? Alors, je sais que c'est du complotisme, je sais que ça n'arrivera pas, mais on peut se poser la question. Parce que mettre sous pression la population comme ça, pardonnez-moi, c'est délirant à plus d'un titre. Par exemple, économiquement, c'est totalement délirant. Ah oui. Vous poussez les gens dans une anxiété folle. C'est déjà très fragile. Voilà. Donc je ne comprends pas le but de la manœuvre. Si le président de la République et son chef d'état-major ont des informations, il faut qu'il les donne à la représentation nationale, qui est la seule habilité à décider ce qu'il faudra faire le moment venu. Mais il faut arrêter de faire peur aux Français. En tout cas, effectivement, tout le monde, il y a une réaction dans tous les partis. Je ne sais pas qui. Allez-y. Oui, je serai un peu plus modéré en ce qui me concerne. Forcément. Vous êtes à ma gauche. Assis, je veux dire, assis. Oui, enfin, tout c'est un cercle. Donc. Oui. On revient à droite au bout d'un moment, je suis d'accord. Définissez-moi le début du cercle. Non, je serai plus modéré parce que je pense qu'on tire sur le messager et on oublie peut-être un peu le message. Et c'est pas le premier, c'est pas le dernier probablement. Et même si on politise évidemment la chose, c'est le jeu, c'est normal. Et il y a une part de politique par-delà les considérations d'intérêt du président de la République pour se placer dans sa sphère de souveraineté. C'est probable qu'il y ait du cynisme là derrière. Mais j'aimerais qu'on aille juste le cran plus loin et se poser la question d'un réveil, parce que je pense qu'on s'est endormi trop longtemps sur une sécurité qu'on s'est cru assurée, acquise, à bon coup. Et en gros, avec l'allié américain pour une partie de l'Europe, l'Allemagne se réveille beaucoup plus durement que nous encore. Et je tiens quand même à attirer l'attention de tout le monde sur le fait que ce discours-là n'est pas un discours français, c'est un discours allemand aussi. L'Allemagne a fait exactement les mêmes types d'annonces à sa population, c'est donc pas un hasard. Et puis, ça fait quand même un certain nombre d'années, bien avant d'ailleurs l'invasion, la tentative d'invasion de l'Ukraine, que des dictatures comme celle russe, mais pas qu'elle, portent atteinte à notre souveraineté en Afrique ou ailleurs. Et qu'on est, il faut quand même le reconnaître, dans cette espèce d'illusion un peu bisounours européenne, de se dire que tout va bien dans les échanges, qu'à la fin tout le monde s'en tournera, et qu'on continuera à faire des affaires comme si de rien n'était. L'allié américain n'est plus un allié. Il faut là aussi se réveiller. Il n'est plus un allié. En tout cas, tant que Trump est au pouvoir, il n'est pas un allié. Il est beaucoup plus allié avec la Corée du Nord, avec la Russie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar qu'avec l'Europe. En tout cas, que la France. Et la France en particulier, une carte majeure à jouer en Europe, mais effectivement, il faut mobiliser les esprits. Alors maître, je vais me permettre de modérer un peu vos propos, comme vous avez modéré les miens, que l'OTAN ne joue plus le rôle que l'Alliance a joué pendant des décennies, vous avez raison. D'ailleurs, il faut remarquer qu'en 2019, le président de la République, dans une interview à The Economist, que je cite dans mon livre, vous voyez, parfois je lui mets des bons points, avait dit l'OTAN est en coma dépassé, quelque chose comme ça, donc il avait bien vu le problème. D'ailleurs, Trump avait dit dès son premier mandat que les Américains en avaient marre de payer en gros pour les autres, bien que l'OTAN c'est que du matériel américain militaire acheté, mais enfin bon, c'est aussi du business. Exactement. Mais où je modérerai un peu vos propos, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai quand même entendu le président américain dire ne pas dénoncer l'article 5 de l'Alliance. Je rappelle que l'article 5, c'est un pays agressé membre de l'OTAN, tous les autres pays viennent à son aide. Donc, je n'ai pas l'impression quand même, mais peut-être que je me trompe et que l'avenir vous donnera raison, mais je n'ai pas l'impression qu'en cas d'agression massive d'une partie de l'Europe, y compris les pays baltes, que l'OTAN et donc les Américains resteraient les bras croisés. Voilà, je me permets de rajouter ça. Jean-Marc Dumoulin. Oui, enfin bon, je ne vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est quand même qu'effectivement, moi ce qui me surprend, moi je pense que de toute façon le chef d'état-major est intervenu sur ordre du président de la République. Mais c'est pas ça, possible c'est évident, c'est moi... Ou alors il est viré. Ou alors c'est une faute grave. Quelques années que je suis élu, quelques années que je fréquente quand même le congrès des maires, jamais on avait vu un général prendre la parole, si vous voulez, et se prononcer effectivement sur une situation donnée. Moi ce qui me fait un peu peur, c'est que d'un côté il faut qu'on ait conscience qu'il y a un risque. Il est clair, aujourd'hui, si on ne protège pas nos frontières extérieures, par solidarité, parce qu'effectivement l'engagement il sera sur les terrains extérieurs pour protéger l'Europe et pour protéger la France en deuxième ressort, je ne sais pas si les gens sont très conscients. Mais par contre, le président crie tellement souvent au loup. On est en guerre contre le COVID, pour le Covid. On est en guerre contre tout. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de dramaturgie qui décrédibilise parfois et souvent, malheureusement, le poids des mots. Et j'ai peur que finalement, ce soit toujours aussi des contre-feux. Vous
voyez ce que je veux dire? Il y a quand même le feu chez nous. Et après, vous parliez, monsieur Revel, vous parliez qu'effectivement, le président de la République doit parler. Vous l'entendez parler aux Français maintenant, vous? Non. Mais en même temps, quand il parle, personne ne l'écoute. D'abord, il n'est jamais en France ou quasiment. Le président est ailleurs et le Premier ministre est nulle part, si vous voulez. Donc ça fait quand même pas un couple exécutif très performant. Il est dans l'interprétation. Mais il n'est jamais en France. Il est quasiment jamais en France. Là, il part en Afrique du Sud. Enfin, on ne sait même plus comment il fait pour dormir, pas dormir, se lever. Enfin, donc si vous voulez, moi j'attends que le président de la République sur un sujet aussi grave prenne la parole et nous éclaire. Il faut absolument qu'il le fasse. Et puis pour dire quand même une chose, quand on veut faire une guerre, il faut être prêt. On a une armée échantillonnaire, tout le monde le dit, les unités combattantes, elles tiennent... Elles remplissent pas totalement le Stade de France, d'accord? Donc à projeter, c'est compliqué. On ne fabrique plus une cartouche en France depuis des années parce qu'on a fermé l'arsenal du Mans depuis plus de 30 ans. On ne fabrique plus un fusil d'assaut parce qu'on a fermé l'arsenal de Saint-Étienne, etc., etc. Donc il va falloir compter sur les FAMAS est allemand. Le FAMAS est allemand. C'est avec leur notre ancien FAMAS est allemand. C'est ça. Donc ce serait bien de remettre l'industrie à niveau. Allez, vous finirez de râler dans votre chambre, Philippe David, parce qu'il faut qu'on y aille. Ah non, ça réveillera ma femme. En tout cas, on remercie chaleureusement Loïc Guérin, avocat pénaliste. Merci beaucoup, Loïc. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Retour en Haute-Garonne demain. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir été là avec nous 2 jours de suite. Éric Revel, merci. Chère Cécile, cher Philippe, c'est toujours un bonheur. Merci de m'accueillir. Et allez dans cette librairie prendre votre Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, s'il vous plaît. Et vous allez apprendre plein de choses. Dans un instant, avec Philippe David, on continue. On va vous parler d'une autre façon de prendre le train avec Trenitalia. Absolument, Trenitalia qui a des lignes notamment sur Paris-Lyon et Paris-Marseille avec une offre très différenciée et c'est une révolution sur le trafic ferroviaire en France et en Europe. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons